Bonjour, je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude pour un nouvel épisode d'Entrecases. Alors celui-ci étant le dernier épisode de l'année 2016. Alors, au sommaire de cette émission, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Francesca. Bonjour. Enchantée. Alors Francesca nous parlera du projet Squam, elle va nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette drôle de bête. Ensuite, on ira faire un petit tour à Beaubourg pour reparler de l'expo Gaston justement et voir un petit peu ce qui est présenté. On retrouvera Laurent. Bonjour Laurent. Salut Christophe. Voilà pour un petit dossier qui nous parlera de trois aventures éditoriales un petit peu particulières. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et on se retrouve avec Francesca. Alors Francesca Protopapa, vous êtes directrice artistique et éditrice de Squam. Mais qu'est-ce donc que Squam? Donc, Squam, elle est une association qui est née au but de promouvoir des artistes des talents, des jeunes artistes des talents. Et on se sert de l'édition et des expositions pour faire ça. Donc, elle est née en 2011. Et depuis, on a publié plusieurs fanzines. On a démarré avec des fanzines et après, on a essayé de faire des publications un peu plus abouties, comme des artbooks que j'ai amenés ici. D'accord. Alors pourquoi ce nom de Squam? Alors, ce squam, c'est effectivement, ça veut dire écaille en français. Et c'est vraiment l'idée de l'association de tout petits éléments qui font une surface, une peau, et donc qui sont en même temps prêtes à se mêler l'un l'autre à côté. Et de se Pour faire un présenter. ensemble. Oui, tout à fait. Alors il y a une vocation internationale, hein, puisque c'est principalement des artistes italiens et français. Oui, tout à fait. Moi, je suis italienne et j'habite en France depuis 10 ans. Et donc, l'idée, c'était vraiment de créer un pont entre les deux pays et de présenter des artistes italiens aux Françaises et des artistes français à l'Italie. Et donc, l'idée, c'était vraiment de mettre à côté les artistes qui venaient des deux pays. Après, les projets, dans les temps, il a évolué. Donc, il y a eu des artistes qui sont venus aussi de l'Allemagne, de l'Angleterre, qui se sont unis au projet. D'accord. Alors au départ, il y a 8 fanzines en fait qui sont Oui, sortis, tout hein, à c'est fait. ça, on a des images, je crois, qui vont passer. Voilà, dont le premier d'ailleurs, c'est vous qui avez fait la couverture, C'est moi qui ai fait la couverture du premier. puisque vous êtes aussi illustratrice. Oui, je travaille aussi comme illustratrice. Et l'idée, c'était effectivement vraiment j'avais envie de démarrer, de promouvoir un peu mon travail au début de carrière. Mais en même temps, j'ai tout de suite eu envie, une vocation vraiment de voir promouvoir le travail et l'art des autres illustrateurs aussi. L'idée, c'est vraiment moi, les artistes avec lesquels je travaille, c'est des artistes qui m'ont contacté ou que j'ai connus lors de festivals ou des expositions et que je pensais vraiment qu'ils n'étaient pas encore connus du grand public. Oui. Et l'idée de l'association, c'est faire un petit tremplin pour ce type d'artistes. Alors à chaque fois, et c'était le cas aussi pour les fanzines, Oui, vous tout aviez à un fait. thème imposé? Chaque fois, j'ai un thème imposé. J'ai commencé avec les bêtes de la mer profonde, donc les animaux marins, les monstres Mhm. marins, etc. J'ai eu des autres thématiques comme l'iconographie mexicaine, qui on voit de Ouais. couverture, Mhm. et comme les animaux hybrides, donc les créatures qui étaient formées par des hybrides d'animaux différents. Chaque fois, j'ai essayé de donner des thématiques qui étaient assez vastes et qui pouvaient vraiment, à un certain moment, donner des idées aux artistes qui étaient les plus variés possibles. Donc l'artiste, il était vraiment porté à avoir quelque chose qui ne l'enfermait pas, mais ou plutôt qui Oui, il y avait une l'inspirait. très grande liberté, hein, c'est Tout à ça, fait. quand le Oui, projet, et les quand projets, l'artiste depuis se le joint début. au projet, après il a une entière liberté stylistique. Absolument. Ouais, c'est ça un peu les risques et les projets, mais en même temps, bon, si on connaît un peu les artistes, on leur fait confiance et surtout, on a des bonnes surprises et c'est ça qui est intéressant. Hmm. On a souvent des grandes contraintes dans le monde éditorial et l'idée de l'édition indépendante, c'est justement ça l'intérêt de pouvoir donner plus de liberté aux artistes, hein, aux illustrateurs et Hmm. aux Alors, je vous auteurs. rappelle qu'on est en direct sur Entrecases avec Francesca Protopapa pour nous parler de Squam. Alors,
tous ces artistes, donc après il y a une communication par le net, bien sûr. Tout à fait, oui. Il y en a pas mal que je connais personnellement parce que Mmh. justement, je les ai connus soit avant de participer au projet, de collaborer, soit après. Parce qu'effectivement, chaque fois que j'ai fait une nouvelle publication, on a organisé des expos ou des événements artistiques, des happenings artistiques. Et c'était aussi l'occasion de se rencontrer et de faire rencontrer des artistes entre eux. Donc, Mmh. c'était aussi ça le but du Alors, projet. donc il y a le projet, éditorial et puis, toujours en parallèle, des expositions? Exactement. Chaque fois, pour chaque publication, j'organisais des expositions et des expositions en France et en Italie. D'accord. Donc, Donc c'est c'était l'occasion aussi pour les artistes de se rencontrer? Oui, c'est l'occasion pour les artistes pour se rencontrer et c'est l'occasion aussi pour un public, par exemple, pour un public italien, de connaître des jeunes talents français qu'ils auraient du mal à connaître autrement. Et après, il y a une plateforme web qui a été créée depuis le début et qui est effectivement le site de Squam et Alors qui, est-ce qu'on peut rappeler, hein, pour, nos c'est téléspectateurs, c'est squam.net, squam.net, voilà. exactement, où il y a un petit rappel avec les biographies de tous les artistes, quelques images, toutes les publications que Mmh. nous avons fait, mais aussi quelques photos des expos, donc un petit archive de tous les événements que nous avons créés dans les dernières années. Alors, le fanzine continue à être édité encore? Ou Les fanzines sera probablement encore édité et c'est un projet qui s'arrête pas pour le moment et donc il y a qu'on 8 numéros, hein, continue. pour l'instant? Oui, tout à fait. Il y a 8 numéros et plus il y a des artbooks qui sont celles que j'avais présentées A ici, alors voilà, on va y venir, oui, donc qui sont des publications un peu plus conséquentes par rapport à la fanzine, qui a un oui. plus nombre de pages, elles sont en couleur, elles ont été fabriquées comme un vrai livre, donc c'était un pas vers l'édition plus important. D'accord. Alors, le principe de financement de ces artbooks, comment ça se passe? Alors, les financements de ces 2 artbooks, plus les derniers qui est en cours d'impression, c'était à travers un crowdfunding. Donc au début, pour les premières fanzines, c'est l'association Mmh. qui investit de l'argent et qui après, elle publie les choses et récupérait de l'argent au fur et à mesure des ventes. Et alors pour cela, on a fait appel, vu que c'était justement des éditions qui coûtaient plus cher parce que Mmh. c'était plus précieuses, on a fait appel à un crowdfunding, que c'est un collecte d'argent par le web, Participatif, voilà, par le participatif, web. Mmh. oui. Et qui, en même temps, c'est vraiment un outil très intéressant, je trouve, parce que ça permet pas seulement de collecter de l'argent, mais aussi de faire de la promotion et de la Mmh. faire avec un outil qui en plus, moi, j'ai essayé de créer de façon internationale. Donc, moi, chaque fois que j'écris un crowdfunding, je l'ai écrit en italien, en Ah français, en ouais, anglais, d'accord, de pour manière à toucher pouvoir, le plus de monde possible. exactement, oui, aussi à faire connaître les projets et les artistes même des Alors pays le premier différents. artbook qui est sorti C'est était donc celui-là, c'est les projets de Kamasutra. oui? Ça, Donc, c'était pas le premier. Ça, c'est le premier, c'est les Kamasutra? premiers. D'accord, c'est le C'est les premier. premiers des artbooks. D'accord. Donc, et c'est les premières faits avec le crowdfunding. Mmh. Et c'était un projet où l'idée, c'était d'utiliser les 64 positions du Kama Sutra, et donc celle qui est effectivement un vivier d'imaginaire, des noms assez évocatifs Alors, oui, on veut d'animaux, voir. etc. Ouais. Et Alors, est-ce qu'avec la caméra du dessus, ça va permettre? Hop, oui, bon, est-ce que vous voyez? forcément, Alors bon, il y a un peu de tout. Donc, donc l'idée, c'est très intéressant. Là, pour ce volume, c'est moi qui ai associé les positions à l'artiste. C'est ah pas oui, l'artiste qui a d'accord, choisi qui a ses choisi la positions. position, ouais. Ça aurait été trop difficile. Tout le monde l'a Ah choisi. oui. Et les taureaux, les tigres, je sais pas quoi. Alors qu'effectivement, il fallait trouver quelqu'un pour les chats, pour les papillons. Ce qui était marrant, c'est qu'effectivement, par exemple, les plus punk de toutes, j'ai choisi les papillons et je voulais voir qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec. Mmh. Et des autres artistes, ils se sont associés à des positions en travaillant vraiment sur. L'idée, c'était vraiment pas de faire un manuel, bien évidemment, mais de Bien créer, sûr. Mmh. de travailler sur l'imaginaire et de travailler vraiment sur l'imagination qui pouvait donner, qui pouvait partir à partir du nom. Donc là, 64 artistes pour 64 les artistes. 64 positions. Exactement. D'un point de vue canonique, c'est ça qui indique notre livre. Donc, voilà. D'accord.
Et c'est très intéressant ce qu'il est sorti parce que chacun il les a interprétés de façon très différente. Justement, il y a quelqu'un qui allait plus dans la sombre, dans l'idée sombre d'image, l'imaginaire, quelqu'un qui a pu lier à la BD et qui a créé presque une histoire, hein, Oui, juste on comme retrouve une ça. case. Tout à fait. Donc après, les artistes, ils sont vraiment, ils étaient libres de travailler comme ils voulaient. Moi, j'avais donné des indications presque juste vraiment. Donc, ils vous tiennent au courant au fur et à mesure ou Tout pas à fait. trop? Oui, on communique tout le temps Ouais. par mail. Il y en a certains qui m'avaient envoyé des maquettes avant de terminer l'illustration, mais c'est très rare que je fais retoucher des images. En réalité, la plupart des fois, l'idée, c'est vraiment de voir ce qu'il peut créer. De leur laisser la liberté, ouais. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était le premier. Donc ça, c'était les premiers. Les Alors deuxièmes... qu'ils pouvaient être présentés aussi dans un coffret de luxe, hein, c'est Oui, ça? ça veut dire qu'après, chaque fois qu'on fait un crowdfunding, on doit proposer plusieurs types de contreparties. Donc, on propose les livres pour des cartes postales, un sac, Donc etc. effectivement, là, j'ai une série de Ouais. cartes postales. Et ça, c'était un coffret de luxe. Donc, à l'intérieur, on avait notre sacrée Voilà, Bible du Kama d'accord. Sutra. Et on avait travaillé l'illustration des couvertures qui a été créée par un illustrateur anglais, Dir Lajman. Elle avait été réalisée aussi en gravure de bois. Ah oui, c'est une gravure de bois, hein, Oui. c'est ça, ouais. Donc, D'accord. c'était ça l'idée. Chaque fois, j'essayais de Donc ça a créer été un fait peu. aussi pour Rock Motel? Ça a été fait sur Rock Motel. On a fait un étui où il y avait une couverture de bois aussi. Ok, d'accord. Et on avait On va associé essayer de le un montrer crâne. aux téléspectateurs, là, je ne sais pas si... Oui, oui. Ou là, comme ça? Voilà, si, le voilà. Ah oui, parfait. Ah, voilà. Ouais, c'est très très beau comme réalisation. Donc Rock Motel, le deuxième. Rock Motel, le deuxième. Les principes, c'est toujours que. Après, les artistes, ils sont très différents. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les artistes qui travaillent avec nous sont des illustrateurs, des gens qui travaillent dans la BD, mais aussi Oui. des gens qui travaillent dans la street art. Donc, ce Mhm. qui est intéressant pour moi, d'un point de vue de direction artistique, c'est de proposer au public vraiment une variété de styles très différents. Et on la retrouve dans Rock Motel, on la retrouve dans Kama Sutra. Les Rock Motel, c'était un projet où j'ai imaginé un motel, justement, un motel imaginaire où chaque chambre elle était habitée par deux auteurs différents. Donc, D'accord. des auteurs, des Donc groupes, l'auteur des investit musiques. la chambre. L'auteur a investi la chambre Hop. et il y a plusieurs niveaux d'interprétation. On a les personnages qui habitent la chambre, donc des bières et des blondies ou Make Patton, des fêtes no more, etc. Et l'intérêt, c'est qu'il y a l'interprétation de l'artiste, les portraits des personnages Ouais. et tout ça dans une chambre, Dans une comme si chambre. c'était dans une chambre de motel. Donc, on veut vraiment imaginer qu'on traverse les couloirs et chaque page, c'est un feuillet, on regarde dans la chambre tous ceux qui sont ici, Très très beau Iggy projet. Pop, etc. Donc, après, il y a ce qui était intéressant ici, encore plus peut-être sur Kama Sutra, d'un certain point de vue, c'est qu'il a pu s'appuyer sur Sur de la matière. De la matière, ouais. Ça veut dire que ce n'était pas juste l'imagination de l'auteur, de l'artiste, de l'illustrateur qui a travaillé, mais c'était, bon, là, il y a des références à des chansons plutôt qu'à des albums, plutôt qu'à la vie de l'artiste ou à son imaginaire. Là, c'est en référence à une couverture de l'album, tout carrément, par exemple. Ou, oui, il y a vraiment une interprétation ou, par l'auteur et des exactement. éléments qui Des permettent éléments, de le Velvet guider Underground, le on a la lecteur. banane en fond, etc. Et donc Et là, le c'est- prochain projet, il est en Donc, cours de financement? Il est fini, le financement, c'est D'accord. terminé très bien. Donc, chaque fois, j'étais très contente parce qu'effectivement, on est arrivé à plus que 100%, Ouais. normalement, entre 110 et 120 chaque fois. Et, Et donc il est est prévu pour quand? il sortira juste pour Angoulême. Donc, ça sera D'accord. présenté à Angoulême pour la prochaine fois, au Festival d'Angoulême. Et cette fois, une association d'illustration et de BD. Et j'ai décidé de proposer aux artistes de réinterpréter les œuvres de métamorphose d'Ovide. D'accord. Donc, c'est un sujet plus difficile. Oui, effectivement, plus ardu que le Mais en Kama même Sutra. temps, autant inventif au niveau d'idées et d'imaginaire qu'il peut y avoir. Et donc, j'ai invité pour le moment ces artistes à interpréter les mythes qui sont Qui contenus sont dans dans les les textes anciens. métamorphoses. D'accord. Exactement. Bon, bah écoutez, on découvrira ça à Angoulême. Exactement. Oui, là, j'ai amené quelques postales et quelque chose juste pour montrer justement une Athènes avec Arachne, etc. Ouais. Non, très très beau projet. Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause et puis qu'on se retrouve pour parler de Franquin et de Gaston Lagaffe.
Alors est sorti aux éditions Dupuis un superbe catalogue sur l'exposition qui a lieu en ce moment à la bibliothèque du Centre Beaubourg. C'est Gaston au-delà de la gaffe puisque Gaston Lagaffe fête ses 60 ans. Alors je vous propose qu'on aille faire un tour justement, j'ai été voir un peu cette exposition et je vous en parle. C'est dans les pages de Spirou qu'apparaît pour la première fois le héros sans emploi que tout le monde connaît bien, le fameux Gaston. Au départ, il apparaît de manière tout à fait fantaisiste. Quelque part, ici et là, dans les différentes pages du journal, en 1957, apparaissent les premières formes de paix. On suit le héros à travers les différentes rubriques du journal. Franquin va s'amuser avec la maquette du journal de manière à faire apparaître Gaston dans différentes situations. Au départ, personne ne sait trop ce que veut faire son héros sans emploi. D'ailleurs, on ne sait pas qui l'a recruté et pourquoi il a été recruté. Spirou et Fantasio l'accueillent d'un œil tout à fait perplexe. Il est maladroit, gaffeur, dégingandé, un drôle de personnage qui s'attire les foudres du rédacteur en chef. Franquin, avec son complice Yvan Delporte, le rédacteur en chef historique de Spirou, vont faire progressivement évoluer le personnage. C'est d'ailleurs Yvan Delporte qui, en regardant le trait du personnage, se souvient d'un ami ancien et suggère à Franquin le nom de Gaston. Franquin a souvent, par l'intermédiaire de Gaston, critiqué la société et l'ordre établi. Il est anti-militariste, anti-flic, il a donc fallu à Franquin à jouer au chat et à la souris avec la censure. Yvan Delporte, le rédacteur historique, se définissait comme un anarchiste. Il fallait donc user d'une grande imagination pour pouvoir inspirer dans le journal quelques idées progressistes. Les éditions Dupuis ne manqueront pas d'ailleurs de rappeler régulièrement à André Franquin et Yvan Delporte cette fâcheuse tendance à se moquer un petit peu de la force publique, très mauvais pour la jeunesse. L'univers de Gaston, c'est toute une galerie de portraits ou en couleur. L'agent Montarin, bien sûr, Mademoiselle Jeanne, la rédaction du journal de Spirou, avec Brunel, Spirou et Fantasio, évidemment, et puis le feuille de Westbecker pour la signature des contrats. Gaston est un miroir de cette société des années 60 et notamment de l'évolution de cette société. Il porte le jean, joue au flipper, va faire des campings. Il a un côté un peu hippie, un peu pique-nique. Il y a chez Franquin une vraie modernité graphique. Il s'amuse des codes et se sert de Gaston comme d'un terrain de jeu expérimental. Il suffit de voir les pages de garde des albums où Franquin s'amuse comme un fou. Franquin a toujours pris beaucoup de distance avec ses personnages, contrairement à Hergé, où la figure de Tintin est intouchable. Il s'amuse et les tourne en dérision. En 1977, Franquin convainc M. Dupuis de leur accorder, avec son vieil ami Delporte, une totale indépendance éditoriale. C'est ainsi que débute la grande aventure du trombone illustré. Notre mode illustré est un supplément de 8 pages glissé dans les feuillets du journal de Spirou. Le slogan est un peu provocateur. C'est le seul journal à emballage jetable. C'est dans ce trombone illustré qu'apparaissent de jeunes auteurs, Gottlieb, Haussmann, Osinski, qui deviendront de célèbres dessinateurs de bande dessinée. C'est aussi l'occasion pour Franquin de démarrer sa série des idées noires. Le trombone est une petite révolution au sein du journal de Spirou. On livre des familiarités, des propos doucement antimilitaristes, anti-monarchistes, anticléricaux. La censure finit par avoir raison du journal. Au bout de 30 semaines, Franquin et Delporte jettent l'éponge. Avec les idées noires, Franquin va vraiment libérer sa colère contre tout ce qui peut lui dire le monde. Les promoteurs, les militaires, les chasseurs, tout y passe, avec un humour assez féroce. Une fois l'aventure du trombone illustré achevée, c'est dans les pages de Fluide Glacial que vont apparaître les idées noires, confirmant l'intérêt de Franquin pour une bande dessinée à la fois grave et corrosive, une bande dessinée engagée. Voilà cette petite exposition de Gaston pour les 60 ans. Je remercie Maël d'ailleurs pour les images. Vous aimez Gaston? Oui. Ouais, hein, c'est super, hein. C'est vrai que le trait de Franquin, c'était magnifique. Voilà, alors si vous nous suivez toujours hein, sur Facebook et sur Twitter, vous pouvez bien sûr, en ce jeudi soir, continuer à nous envoyer des petits commentaires. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause et qu'on se retrouve avec Laurent pour son dossier sur 3 aventures éditoriales.
Alors Laurent, de quoi vas-tu nous parler? Mais écoute Christophe, on arrive à la fin de l'année 2016 et j'ai décidé de vous évoquer trois aventures éditoriales qui ont connu un heureux dénouement cette année. On aurait pu faire une rubrique nécrologique, il y avait de quoi faire cette année, mais j'ai décidé au contraire d'être optimiste et de vous Oui. parler de trois choses plutôt sympas. Je commence par la revue Arg, donc je sais pas si tu connais Christophe, c'est une Alors revue qui a oui. vu le jour en 2013, qui au départ était un bimensuel, une revue plutôt luxueuse. On voit les images, donc à Hmm. gauche c'était le premier numéro de Arg, avec une ligne éditoriale assez large, puisqu'on a de la culture populaire, on a de la littérature, évidemment de la bande dessinée, se côtoient toujours des auteurs, des nouveaux auteurs, des auteurs un petit peu plus expérimentés. Et cette revue a duré pendant 2 ans, donc jusqu'à la fin de 2015, et elle a connu un premier arrêt. Et il a fallu une levée de fonds, donc par l'intermédiaire du crowdfunding, une levée de fonds de 100 000 euros, pour que la revue reparte ensuite sous forme de mensuel à compter de février 2016. Donc on pensait que ça y est, c'était parti, qu'elle allait continuer. Malheureusement, notamment pour un problème de trésorerie et pour un problème de distributeur, la revue prend fin et la société qui l'éditait dépose le bilan en juin 2016. Donc là, on se dit, ça y est, Axe est terminé, malheureusement. Et la financière de loisirs reprend le projet. Hmm. Et en septembre 2016, on voit la couverture qui est tout à fait à droite, reparaît un bimensuel avec une magnifique couverture de Peters d'ailleurs. Et la revue renaît donc sous forme de bimensuel, donc c'est un 132 pages pour 9,90 €. Je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil. Ouais, ouais, c'est très très bien. Deuxième aventure, donc là il s'agit d'une bande dessinée, d'une série qui s'appelle Horacio d'Alba. C'est une série qui est créée par deux jeunes auteurs en 2011. D'un côté, Jérôme Legris, qui vient du cinéma, qui avait réalisé notamment Requiem pour un tueur, avec Clovis Cornillac et Mélanie Laurent. Et de l'autre côté, Nicolas Sinner, un jeune auteur de bande dessinée avec des références telles que Mathieu Laufray et Alex Alice. Il propose une histoire qui se situe en Italie, c'est une uchronie, après la Renaissance italienne, où la province du Nord s'est érigée en république, où tout se règle avec des duellistes. Ce sont deux premiers tomes qui sont édités chez 12 bis, qui sont très bien accueillis d'une part par la critique et aussi par les lecteurs. Malheureusement, en 2013, l'édition 12 bis périclite et les deux jeunes auteurs se retrouvent avec un tome 3 qui devait paraître et qui ne paraît jamais. Hmm. Et heureusement, les éditions Glénat reprennent le catalogue 12 bis et enfin, en janvier 2016, paraît le troisième et dernier tome d'Horacio d'Alba, avec une nouvelle couverture. Pour l'occasion, Glénat a réédité également les deux premiers tomes avec une nouvelle couverture. Donc une histoire qui se termine plutôt bien. Oui, mais ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et enfin, dernier thème, dernier sujet, Voyage en cette année. Alors, pour l'occasion, enfin pour le coup, c'était un album qui aurait dû être un succès dès le départ. On voit donc le premier tome à gauche, au scénario Edelman, qui n'est plus à présenter, auteur notamment de Seul. Au dessin, les Kerascoët, qui ont réalisé notamment Miss Patouche, Ah oui, oui. Beauté, et aussi Jolies Ténèbres, justement avec Edelman. Un premier tome plutôt sympa. Le sujet, c'est Constantin, c'est un jeune homme qui croit dur comme fer qu'il y a une société, une race parallèle à la race humaine qui s'est développée au centre de la Terre. Il disparaît, c'est sa jeune sœur, Charlotte, qui part à sa recherche. Malheureusement, contre toute attente, le tome 1 ne marche pas du tout. Et Dargaud décide de ne pas sortir le deuxième et dernier tome. Alors Zellman annonce sur son blog que pour ne pas léser les lecteurs qui ont acheté le premier, il allait écrire et publier le scénario entier Ah oui. de ces deux tomes. Les éditions Soleil, notamment Clotilde Vue et Barbara Canepa, éditrice de Métamorphose, tombent sur ce blog et décident de reprendre la bande dessinée et d'éditer une intégrale qui reprend le premier et le deuxième tome. Alors, je ne sais pas si on peut revoir les deux couvertures de Satani. La deuxième couverture est, je pense, l'une des plus belles couvertures de Satani, c'est celle de droite. Une couverture hyper organique qui Oui. est magnifique, qui claque. Et si on peut revoir aussi les deux planches qu'on avait vues donc, juste après. Oui, alors avec un fond les- différent, hein.
Exactement. Donc, Wellman et Carrascoët ont décidé de faire un fond noir, ce qui est beaucoup plus impressionnant puisqu'il s'agit quand même d'un récit qui traite d'un voyage au centre de la Terre, qui est assez angoissant, et le fond noir rentre très très bien. Ah ouais. Voilà. Accentue, effectivement, ouais. Donc, cet ami qui est sorti en septembre 2016 et qui est pour le coup l'un des bons succès de l'année 2016. Donc, une histoire aussi qui se termine plutôt bien cette année. Eh ben, écoute, Laurent, merci beaucoup pour ces 3 aventures qui, effectivement, se terminent bien. Exactement. Alors, je vous propose qu'on marque une petite pause et on parlera un petit peu de livres. Alors, tout d'abord, j'ai reçu, moi j'adore un ciné mensuel. Vous lisez ciné mensuel? Ouais. Voilà, donc on peut leur écrire pour recevoir des affiches ou des autocollants d'ailleurs, hein. Ils m'ont aussi envoyé pas mal d'autocollants. Donc c'était à signaler. Écrivez à Ciné Mensuel pour des affiches et des autocollants. Alors je vous ai pas parlé de ça la dernière fois. Bon baiser du chat. Voilà, ça peut être un petit cadeau pour le réveillon du 31 qui se rapproche. C'est plein de cartes postales. Donc il y en a plein sur la table là. C'est vraiment très très marrant. Bah, c'est le chat, hein. Tout le monde connaît. C'est édité chez Casterman. Alors, le tome 7 de Lou. J'ai d'ailleurs un petit PLV derrière, hein. Ça, c'est bah voilà, hein, c'est de la littérature pour jeunes et c'est édité chez Glénat. Alors, chez Glénat Jeunesse, on a aussi ça qui est sympa. Voilà, qui peut être offert pareil pour les enfants la soirée du 31. Ce sont des stickers. Alors, les stickers de Kid Paddle, superbe. Ça, Nicolas, vous en avez parlé dans la dernière, mais je voulais quand même vous le remontrer tellement c'est beau. C'est un livre-objet qui est édité chez Rue de Sèvres, Le Château des Étoiles. Donc il y a des affiches, il y a des tas de choses là-dedans. C'est vraiment très très beau. C'était Emmanuel hein, qui vous en avait parlé la semaine dernière. Voilà, je voulais quand même en refaire un petit point. Ensuite, la revue dessinée, le numéro 14 hein, qui est sorti, que je vous conseille. Ça, c'est vraiment excellent, la revue dessinée. Et puis c'est pareil, la dernière fois, je vous avais parlé très très rapidement d'Omaha, les aventures complètes de la danseuse féline. Alors ça, c'est pour mettre plutôt dans l'enfer, hein. Ça, on le laisse pas, on le met en haut de la bibliothèque. Donc voilà, ça c'est aux éditions Tabou. Je vous avais montré qu'un seul tome, donc je tenais quand même à vous montrer les 2 tomes. Hop. Alors, l'émission va toucher à sa fin. Francesca, merci beaucoup d'être venue nous parler du Merci à projet toi. Squam. On attend avec impatience Angoulême pour découvrir le suivant artbook. Très bien. Et Merci. puis, je vous encourage donc à aller faire un tour sur le site hein, squam.net. Laurent, on se retrouve dans un mois pour un nouveau dossier. Ok, Christophe. À l'année prochaine. Donc. Enfin, avec Nicolas la semaine prochaine. Ouais, bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoutez, l'émission se termine. Je vous souhaite un très très bon réveillon samedi. Profitez-en bien et on se retrouve l'an prochain. En attendant, vous pouvez nous revoir sur le site de Watch TV, sur le site de BD Gest, et puis tous les podcasts, bien sûr, qui sont disponibles. Bonne fin d'année et à l'an prochain.